mais dans 10 ans, nous devrions être à 7 millions de dollars par pièce. Et je ne pense pas que la plupart des gouvernements aient encore pleinement compris cette transformation, parce que si l'argent est désormais de l'information et qu'il est décentralisé et immuable, comme l'est le Bitcoin, alors il n'y a aucun moyen de contrôler la masse monétaire. Mais les ETF américains détiennent désormais plus de 960 000 Bitcoins. Donc la course à l'accumulation de Bitcoin s'accélère très rapidement. Merci à tous, c'est un plaisir d'être ici. Et c'est une conférence uniquement en anglais, n'est-ce pas? On verra donc si tout le monde comprend, mais je pense que ce n'est pas un problème. Alors, Johanna a déjà fait mon introduction, donc je peux sauter cette diapositive. Mais je suis ici pour vous parler des stratégies Bitcoin pour les États-nations. Et ma présentation est préparée pour un public plus général. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont des Bitcoiners. Donc si je passe en revue des choses que vous connaissez, soyez indulgents avec moi. Mais je prépare cela en partant du principe de parler à l'Allemagne dans son ensemble. Ok, je ne pense pas avoir besoin de faire mon introduction. À propos de Gen 3, nous sommes une entreprise de technologie Bitcoin. Nous avons également développé le portefeuille Aqua, mais notre mission est d'accélérer l'hyper-bitcoinisation, ou l'adoption du Bitcoin dans le monde. Et je pense qu'il y a une certaine inquiétude concernant les Bitcoiners qui s'engagent auprès des gouvernements. Et je pense que cela a été un point de discorde ou une discussion, spécialement ici en Allemagne, surtout avec la communauté Bitcoin ici. Mais je pense que c'est une chose précieuse de s'engager, parce que même si nous pouvons décider de nous engager ou de ne pas nous engager, les projets d'altcoins comme Ethereum et tout le reste, ils vont activement s'engager. Donc si nous ne parlons pas au moins avec les gouvernements et les politiciens, alors nous sommes automatiquement désavantagés. Et ils sont aussi mieux capitalisés que nous parce qu'ils ont vendu un token ou fait une ICO ou fait d'autres choses. Donc je pense qu'il vaut mieux s'engager que ne pas s'engager. Nous essayons principalement donc d'éduquer et d'apprendre au gouvernement et aux politiciens ce qu'est Bitcoin, pourquoi ils devraient vouloir Bitcoin et pourquoi cela leur sera bénéfique. Nous avons donc fait beaucoup de travail dans le monde entier. J'ai rencontré différents hommes politiques et chefs d'État presque partout maintenant. Nous sommes allés au Monténégro, en Colombie, nous sommes allés au Suriname, je pense que comme Johanna l'a mentionné, et aussi en Thaïlande, mais c'est encore un secret. Donc, ma présentation commencera par qu'est-ce que l'argent, en supposant simplement un public très générique de personnes qui ne connaissent pas Bitcoin. Et je pense que c'est un point très important à aborder, car pour comprendre le Bitcoin, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'argent. L'argent est donc un moyen d'échange, une unité de compte et une réserve de valeur. Il peut exister sous diverses formes, soit numériquement, soit physiquement. Et je pense qu'à mesure que nous évoluons vers l'argent numérique, il est devenu de plus en plus facile de corrompre l'argent. Mais l'argent n'est qu'un élément qui facilite le commerce et l'évolution humaine ou la civilisation. Donc l'argent a beaucoup évolué. Depuis le début de la civilisation humaine enregistrée, nous avons utilisé des coquillages, des cristaux, des perles, des pots de castor, des métaux précieux, des pièces de monnaie, du papier-monnaie, des monnaies numériques. Et Bitcoin rentrerait probablement dans la catégorie de la monnaie numérique. Et je crois qu'il y a une certaine controverse sur la participation ou non au Bitcoin au Bundestag des discussions de certains des députés. Parce qu'ils s'inquiètent de savoir si le parti est contre Bitcoin ou doit-il être associé à Bitcoin. Et peut-être qu'il y a une aversion pour Bitcoin, mais ce que je veux dire avec cette diapositive, c'est vraiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à propos du Bitcoin ou ne pas aimer le Bitcoin. C'est comme ne pas aimer les coquillages ou ne pas aimer les perles. Le Bitcoin est simplement de l'argent. Et il y a de la valeur parce que les gens le considèrent comme tel. Et il n'y a rien de bien ou de mal à cela. C'est juste une forme d'interaction entre les gens. Donc l'argent a résolu ce problème clé de la coïncidence d'unité. Donc dans une économie de troc, vous devez trouver quelqu'un qui a ce que vous voulez pour effectuer une transaction. Mais avec l'argent, nous faisons abstraction du besoin de négocier directement et nous pouvons utiliser une deuxième couche si vous voulez, une valeur à négocier directement sans avoir besoin de cette coïncidence. Mais chaque forme d'argent que nous avons inventée a été créée afin de résoudre ce problème avec plus ou moins de succès. Si vous regardez certaines des autres formes d'argent, les formes antérieures d'argent, ils sont facilement dégradables comme les coquillages et les perles, ou même les pots de castor. Mais à mesure que nous avons amélioré notre technologie, nous avons créé des formes d'argent améliorées, le Bitcoin étant la forme la plus avancée.
Voici donc les principales propriétés de l'argent, qui doit être durable, divisible, acceptable, rare, portable et uniforme. Mes diapositives sont un peu cassées, mais ce n'est pas grave. Donc la monnaie papier a été créée pour combler une pénurie d'or, ce qui n'est pas très portable. Et il est également difficile de le comptabiliser et de le traiter. La monnaie papier a donc été créée pour faciliter l'utilisation efficace de l'or. Mais il y a toujours eu une tentation pour les gens de corrompre la masse monétaire, comme c'est le cas depuis la nuit des temps. Que s'est-il donc passé en 1971? Nous avons abandonné les talons or temporairement, mais ce n'est pas très temporaire. Et cela a essentiellement conduit à l'élimination d'une propriété clé de la monnaie, qui est la rareté. Ainsi, sans l'ancrage de la monnaie à l'or, qui est relativement rare, les gens peuvent imprimer de l'argent. Les banques centrales peuvent imprimer de la monnaie facilement, et cela conduit à l'inflation et à la dégradation des économies dans le monde entier. Mais plus important encore, c'est un aspect thématique de l'argent qui s'est constamment produit et s'est reproduit à travers le temps. Et nous le voyons avec les monnaies de réserve. Chaque monnaie de réserve dure environ une centaine d'années. Et elle décline généralement à cause de la tentation d'imprimer de la monnaie ou de dégrader la monnaie. Mais nous arrivons maintenant à la fin de la durée de vie du dollar américain, qui est en quelque sorte la monnaie de réserve à laquelle toutes les autres monnaies fiduciaires sont rattachées, et la montée en puissance de Bitcoin comme une nouvelle monnaie de réserve mondiale potentielle. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain. Le dollar en lui-même est en déclin depuis une centaine d'années, perdant effectivement tout son pouvoir d'achat, chutant à près de zéro par rapport à il y a 100 ans. Et ces déclins de la monnaie fiduciaire se répercutent tout au long de l'histoire. Donc en Allemagne, vous aviez le paper mark, et l'effondrement de celui-ci a été très spectaculaire, comme tout le monde le sait. Et le délai d'effondrement a également été très rapide. Donc en un mois, il est devenu sans valeur. Ainsi, les monnaies fiduciaires, lorsqu'elles perdent de la valeur ou lorsqu'elles sont rendues sans valeur, est un phénomène très rapide. Et je pense que c'est pourquoi les gens n'apprécient pas la rapidité avec laquelle Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars ou même plus. Tout simplement parce que les monnaies fiduciaires s'effondrent. Alors, quelle est la réponse à la question de savoir ce qu'est l'argent? À mon avis, l'argent est une abstraction du temps et de l'énergie humaine. Les gens aiment dire que Bitcoin est une batterie, mais ce n'est pas une batterie au sens de stockage du potentiel électrique. Mais c'est plus une question de temps et d'énergie humaine, et nous utilisons l'argent pour avancer. Vous pouvez travailler plus dur et épargner votre temps et votre énergie dans cet argent pour le transmettre à vos enfants ou pour en faire bénéficier les futures générations. Donc Bitcoin est de l'argent. Et avec cela, l'argent est maintenant de l'énergie et de l'information, parce que Bitcoin est produit et maintenu avec de l'énergie. Il y a donc une dimensionnalité de l'énergie ici. Mais en même temps, Bitcoin est aussi de l'information. Elle est très facile à stocker. Si vous pouvez stocker 12 mots, alors vous pouvez stocker Bitcoin. Cette transformation est donc très profonde. Et je ne pense pas que la plupart des gouvernements aient encore pleinement compris cette transformation, parce que si l'argent est désormais de l'information et qu'il est décentralisé et immuable, comme l'est le Bitcoin, alors il n'y a aucun moyen de contrôler la masse monétaire. Et toute tentative de le faire échouera généralement, comme les CBDC ou des choses comme ça, qui sont de nature centralisée. Et il y a des tentatives de contrôle de l'argent et de contrôle du Bitcoin, évidemment, de la part de nombreux gouvernements. Mais généralement, ils échouent. Les efforts visant à lancer des CBDC échouent généralement, même dans les pays où la surveillance est importante, comme s'ils interdisaient les VPN ou s'ils surveillaient la population. Pourtant, personne ne veut utiliser les CBDC parce qu'ils sont inférieurs. Et quand vous pouvez comparer cela à quelque chose comme Bitcoin qui est gratuit, ils tendent évidemment vers la seconde option. Donc avec Bitcoin, l'argent est désormais de l'énergie et de l'information. Cela change aussi beaucoup la dynamique mondiale parce que de nombreux pays pauvres ou sous-développés ont en fait beaucoup d'énergie en réserve. Donc si vous êtes un pays avec du pétrole, vous pouvez prendre le pétrole, le mettre dans un baril et le vendre n'importe où dans le monde. Vous ne pouvez pas vraiment faire cela avec la géothermie ou l'hydroélectricité. Mais avec Bitcoin, vous pouvez en quelque sorte utiliser cette énergie pour accumuler des Bitcoins et les revendre. Donc, de nombreux pays du monde en développement ou du Sud s'intéressent désormais au Bitcoin.
parce que cela ouvre une nouvelle période de croissance économique potentielle pour eux en minant du Bitcoin. Donc, à cause de cette transformation, je voulais évoquer un peu l'énergie nucléaire. Et il y a cette idée que le nucléaire n'est pas une énergie verte, et le solaire ou l'éolien sont verts. Mais le problème est que beaucoup de ces technologies vertes ne sont en fait pas si vertes que ça. Les panneaux solaires sont fabriqués à partir de beaucoup de choses, comme le verre et le plastique et l'aluminium, le silicium, le cuivre et l'argent. Mais le défi de la fabrication de panneaux solaires est qu'ils sont en grande partie constitués de charbon. Il faut donc du charbon de haute qualité et du quartz de haute qualité. Et ensuite, vous le faites cuire dans un four à arc, qui est également alimenté par du charbon. Donc, en fait, vous utilisez du charbon pour créer un panneau solaire. Mais il y a aussi le problème des déchets. Et tous ces types de métaux précieux qui sont utilisés pour créer des panneaux solaires, ils doivent être également minés, ce qui est en grande partie une industrie basée sur les combustibles fossiles. Et il y a aussi un problème de gaspillage des panneaux solaires. Et je soulève ce point parce que l'Allemagne est connue pour la fermeture d'une grande partie de son infrastructure nucléaire. Et elle semble être très heureuse de le faire. Mais ce n'est pas vraiment une bonne chose, parce que l'énergie est la clé de la civilisation et du développement de l'humanité. D'autres pays considèrent désormais l'énergie nucléaire comme verte, alors que l'Allemagne réduit sa capacité nucléaire, ce qui dure depuis des décennies maintenant. Mais si vous regardez les sources d'énergie en Allemagne, dans l'ensemble, même avec l'augmentation des énergies renouvelables ou des soi-disant énergies renouvelables, elle a décliné au point que de nombreuses industries en Allemagne ne peuvent plus fonctionner et elles doivent fermer ou déménager ailleurs. Mais pendant que tout cela se passe, d'autres pays intensifient leur programme nucléaire. Donc, pour la première fois depuis 30 ans, les États-Unis construisent de nouveaux réacteurs nucléaires. Et la Chine construit 30 nouvelles centrales nucléaires à un rythme étonnant. Ils peuvent construire une nouvelle centrale en 2 ans environ et la rendre pleinement opérationnelle. Et potentiellement, l'Allemagne pourrait construire plus de centrales nucléaires également. Mais à terme, vous aurez besoin de Bitcoin pour construire ces centrales parce qu'il faut acheter la technologie. Et ça, c'est juste une image amusante que j'ai trouvée qui dit qu'il reviendra. Et je crois que cela va revenir parce que la tendance est à la hausse des besoins en énergie, tant pour les industries traditionnelles, mais aussi pour l'IA. Les calculs par l'IA et la formation des modèles d'IA nécessitent beaucoup d'énergie, et le minage de Bitcoin nécessite également de l'énergie. Et voici ce graphique que j'ai montré. Il n'existe pas de pays riches avec peu d'énergie. Tous les pays qui sont riches en énergie et produisent des choses comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, ils ont tous une quantité décente d'énergie. Mais l'important ici est qu'avoir de l'énergie devrait être égal à avoir du Bitcoin. Alors, de plus en plus de pays commencent à comprendre cela. Ce changement dans l'équation de la richesse, que s'ils ont de l'énergie, ils ont de l'argent, plus ils seront nombreux à commencer à miner du Bitcoin. Et nous avons déjà vu que le Bhoutan a révélé qu'ils détiennent, je pense, 13 000 Bitcoins. Et ils minent depuis environ 4 ans. Donc là, c'est juste un qui a été dévoilé. Et ils l'ont gardé secret pendant un bon bout de temps. Mais je crois qu'il y a plus de pays en ce moment qui utilisent déjà l'énergie nucléaire pour miner du Bitcoin. Donc oui, il n'y a pas de pays développés à faible consommation d'énergie. Donc j'espère que le nucléaire pourra faire son retour en Allemagne. Alors, pourquoi Bitcoin? Le Bitcoin est la meilleure forme de monnaie que nous disposons. Et il surpasse la ligne bleue, qui est le SP500, et la ligne jaune en bas, qui est l'or. Il est donc vraiment important pour chaque pays d'avoir du Bitcoin, parce qu'il existe un grand potentiel de croissance du Bitcoin. C'est effectivement un pari asymétrique. Donc, voici ma projection. J'utilise une croissance annuelle médiane de 60% pour l'appréciation du prix du Bitcoin. Je ne sais pas si vous pouvez lire le graphique, mais dans 10 ans, nous devrions être à 7 millions de dollars par pièce. Il s'agit donc d'une projection prudente. Et je pense que ce sera probablement plus élevé que cela. Mais si c'est ce qui se passe, alors je pense que vous devriez avoir du Bitcoin.
Donc c'est ici une comparaison simple de deux modèles. La ligne orange est mon modèle, une croissance médiane de 60%, et la ligne bleue est le modèle Bitcoin 2024 de Saylor. Mais je pense qu'il sous-estime le potentiel de croissance. Il existe donc également une relation entre les flux entrants et la capitalisation boursière, entre l'argent qui entre dans Bitcoin et l'appréciation du prix. Donc, en 2021, la Bank of America a extrapolé que 93 millions de dollars de flux entrants seraient nécessaires pour augmenter le prix du Bitcoin de 1%. Et si vous travaillez à l'envers, ce que certaines personnes ont fait, cela revient à un multiplicateur de 118 fois. Donc, 1 dollar augmente la capitalisation boursière de 118 dollars. Et cela montre que le potentiel d'augmentation est beaucoup plus faible pour Bitcoin que pour l'or ou les bons du Trésor. Mais je pense que c'est un peu élevé. Je pense qu'il serait peut-être plus prudent d'estimer avec un multiplicateur de 20 fois. Mais il y a un multiplicateur, et c'est le point principal. En gros, si vous vouliez acheter 245 000 Bitcoins, vous ajouteriez 15 milliards dans la capitalisation boursière, mais vous augmenterez la capitalisation boursière de 300 milliards. L'idée est donc que racheter les bitcoins qui ont été vendus va être de plus en plus difficile, surtout avec la concurrence des autres pays qui minent ou achètent du bitcoin. Le bitcoin devient également courant, ce qui est une autre raison de commencer à envisager la création d'une trésorerie en bitcoin. Vous avez MicroStrategy avec 250 000 bitcoins, et puis vous avez Marathon et Tesla, le bloc INC, Cerny Scientific, qui est un nouvel entrant. Je pense que cette année, cela va commencer à se refléter dans le carnet de MicroStrategy. Et puis vous avez aussi Metaplanet au Japon, qui vient également de démarrer récemment. Mais en termes de plus grandes réserves de Bitcoin, je pense qu'à l'heure actuelle, la Chine est en tête avec 190 000, suivi par les États-Unis. Et puis l'Allemagne ou le Saxe en avaient près de 50 000. Mais ce chiffre est dépassé maintenant. Et peut-être que vous pourrez le récupérer, j'espère. Mais si vous regardez le paysage global des réserves de Bitcoin, les États-Unis sont en fait une superpuissance du Bitcoin. Même s'ils n'en ont pas beaucoup appartenant au gouvernement, vous avez MicroStrategy avec une très grande partie, mais les ETF américains détiennent désormais plus de 960 000 Bitcoins. Donc la course à l'accumulation de Bitcoin s'accélère très rapidement. L'Allemagne est également un pays qui a historiquement détenu une grande quantité de réserves d'or dans le passé. C'est donc l'un des plus gros. Je pense qu'après les États-Unis, c'est le numéro 2. Et les États-Unis ont 8 000 tonnes et l'Allemagne a environ 3 300 tonnes. Et nous avons vu récemment que les banques centrales tentent rapidement d'accumuler de l'or. Et c'est intéressant, mais pas très pratique, parce que c'est un graphique montrant la performance de l'or par rapport au Bitcoin. Ce n'est pas très bien. Mais si vous regardez les réserves d'or de l'Allemagne à 3 300 tonnes, alors, en ce moment, techniquement, vous devriez avoir, ou vous devriez viser d'avoir, 281 000 bitcoins dans votre stratégie de réserve. Il est encore temps, mais la fenêtre temporelle se réduit très rapidement pour pouvoir accumuler autant de bitcoins. Il y a donc aussi eu un changement de marché dans le discours autour de Bitcoin. Ce n'est plus quelque chose que les gens utilisaient sur les marchés noirs ou pour acheter de la drogue. C'est maintenant une forme de monnaie légale au Salvador. Le Salvador a donc fait du Bitcoin une monnaie légale, et ils ont lancé un certain nombre d'autres stratégies aussi. L'année dernière, je crois, c'était Robert Kennedy Jr. qui était candidat à la présidence aux États-Unis. Il a aussi commencé à en parler. Et cette année, il a dit qu'il voulait constituer une réserve de 4 millions de bitcoins. Et nous avons vu Malay apparaître en Argentine. Et il n'a pas encore fait du Bitcoin une monnaie légale, ni annoncé de réserve stratégique de Bitcoin. Mais il a déréglementé l'argent, et ils ont tacitement encouragé les gens pour effectuer des transactions en Bitcoin. Et cette année, Trump est allé à la conférence Bitcoin, et il a fait un discours disant qu'il voulait que Bitcoin soit fabriqué aux États-Unis. Et concrètement, la sénatrice Cynthia Lummis a élaboré un projet de loi qui permettrait aux États-Unis de créer leur réserve stratégique de Bitcoin, qui vise à accumuler 1 million de Bitcoin, soit environ 5% de l'offre. L'adoption du Bitcoin est donc réelle. Cela se produit en ce moment même dans le monde entier. Et la course s'intensifie. Et la situation ne fera que s'aggraver.
Que peuvent donc faire les pays en termes de stratégie? Il existe trois stratégies principales. L'une consiste simplement à acheter des bitcoins et à les mettre dans la trésorerie. La deuxième consiste à émettre des obligations bitcoin ou utiliser de la dette souveraine pour acheter du bitcoin. Donc, il s'agit en fait du process de microstratégie mais pour les États-nations. La troisième chose est d'adopter des lois favorables au bitcoin qui peuvent rendre le bitcoin utilisable comme monnaie légale, ou éliminer le capital gain, ou l'approbation de l'utilisation du bitcoin dans le commerce. Le Salvador a donc fait la plupart de ces trois choses, ou presque trois choses. Ils ont fait du Bitcoin une monnaie légale. Ils ont adopté une loi sur les valeurs mobilières numériques qui leur permet de faciliter d'autres offres de titres dans le pays. Mais surtout, d'ouvrir la voie aux obligations Bitcoin, qui devraient sortir cette année. Je croise les doigts. Alors pourquoi le Bitcoin est-il important? Le Bitcoin est important parce qu'il consomme toutes les monnaies fiduciaires. Et c'est inévitable, simplement parce que Bitcoin est la forme de monnaie la plus dure et la plus durable. Et elle est plus portable et a une meilleure vérifiabilité que toutes les autres formes de monnaie sur la planète. Les pays qui adopteront la stratégie Bitcoin aujourd'hui auront un avantage considérable à l'avenir. Et encore une fois, la fenêtre temporelle se réduit. Et enfin, pour conclure, vous ne vendez pas vos Bitcoins. Vous voulez traduire ça? Merci beaucoup.